L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Avec quelles conséquences pour nous tous? Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale? Personne ne voulait me parler autrement que sous couvert d'anonymat. I think BlackRock is an extremely dangerous company. Le siège de BlackRock, le plus grand investisseur financier du monde, se trouve sur la 52e rue à New York, en plein cœur de Manhattan. Non pas sur Wall Street, mais dans un quartier de bureaux ordinaire. L'édifice est ouvert au public. Le rez-de-chaussée abrite une boutique de design ainsi qu'un café. Un pianiste est là pour créer une ambiance raffinée. Une cascade artificielle et de la verdure forment une oasis de bien-être. Les bureaux de BlackRock se trouvent derrière cette imposante barrière. Le soir, les livreurs de repas se bousculent au portillon. Quand on travaille ici, on ne compte pas ses heures. Les affaires passent avant tout. À la tête de la société, Lawrence D. Fink, surnommé Larry. C'est le gestionnaire d'actifs le plus puissant du monde. Ses 14 500 employés brassent plus de 6 000 milliards de dollars. Aucune autre société au monde ne gère autant d'argent. Un tel succès ne tombe pas du ciel. Il faut faire preuve de motivation, d'ambition, d'intelligence et d'un grand flair. On peut bien sûr avoir de la chance et engranger 1 milliard en un an, mais ensuite, il faut maintenir ce niveau, décrocher de nouveaux clients, parvenir à conserver ses investisseurs et, dans l'idéal, se développer. Et BlackRock ne cesse de croître. Depuis son introduction en bourse en 1999, son cours est monté jusqu'à plus de 400 $. La première action que Larry Fink a tenue dans ses mains en valait à peine 14. La journaliste boursière Heike Burter a suivi l'ascension de BlackRock depuis le début et a écrit un livre sur le sujet. À ce jour, c'est le seul ouvrage à se pencher sur les opérations financières de la multinationale. BlackRock travaille avec ce que Wall Street appelle OPM, Other People's Money, l'argent des autres. C'est celui que les financiers préfèrent utiliser. BlackRock a même érigé cela en système. Il travaille avec l'argent de fonds de pension, d'assurance et de petits épargnants. Toute personne désireuse d'investir son argent peut s'adresser à BlackRock, qui va l'investir pour elle. Parmi les clients de BlackRock, on trouve de gros investisseurs, comme le fonds souverain norvégien ou le fonds de pension californien CalPERS. Les sommes placées se comptent souvent en milliards. À partir d'une dizaine de millions, BlackRock fournit un conseil personnalisé. C'est une société qui doit être surveillée, car il s'agit du plus grand groupe d'investissement du monde. Avec 6 000 milliards de dollars d'actifs, elle est plus grosse que la plupart des banques, du moins en termes d'argent brassé. Depuis la crise financière, les groupes comme BlackRock sont les nouveaux rois du marché. Je ne pense pas qu'on puisse dire que BlackRock soit une entreprise connue. Je pense qu'elle est même totalement inconnue en France, à l'exception des milieux financiers. Et même dans les milieux économiques, les gens savent que c'est un investisseur important, qu'il est présent au capital de beaucoup d'entreprises, mais ils ne connaissent pas plus. BlackRock gère également l'argent de petits épargnants. Pour eux, elle propose des fonds plus abordables appelés ETF. Vendus sous la marque iShares, ils constituent près d'un tiers des actifs de l'entreprise. India, China, Brazil, iShares, small caps, large caps, iShares, industrials, low cost. Every dollar counts. iShares. BlackRock vante la grande diversification des risques de ses ETF, ce qui attire les petits épargnants échaudés par la crise.
Mais certaines voix s'élèvent pour dire que la multinationale a trop d'argent, qu'elle domine les marchés et pourrait mettre en danger l'ensemble du monde financier si elle se retrouvait en difficulté. Larry Fink réfute cependant ces critiques. The reality is, the capital markets are the capital markets. I don't control the capital markets. The whole world controls the capital markets, all the participants. L'influence de Larry Fink sur les marchés est-elle réellement aussi faible qu'il le prétend? Il est permis d'en douter. Au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2009, BlackRock est devenu le plus gros investisseur du monde, en grande partie grâce aux ETF. Juin 2009. Alors que la crise tient le monde entier en haleine, BlackRock rachète pour 13,5 milliards de dollars la filiale d'investissement de la banque britannique Barclays, ruinée. Une transaction colossale. Du jour au lendemain, BlackRock voit le montant de ses actifs doubler. Mais plus important encore, la société se lance dans la commercialisation d'ETF. Depuis 2009, des centaines d'ETF inondent les marchés boursiers. BlackRock permet à n'importe qui d'investir même de petites sommes. Bien que la marque iShares évoque un produit Apple, elle appartient à BlackRock. La société gagne de l'argent en facturant la gestion de ses fonds. Ses tarifs sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents, mais avec 2000 milliards de dollars placés dans les ETF, l'affaire reste juteuse. On fait un placement sur tout un marché ou sur un segment de marché. Tous les constructeurs automobiles, toutes les actions européennes ou ce que vous voulez. C'est un peu comme chez un marchand de glace. Il y a des ETF à tous les parfums. Aux États-Unis, les ETF sont particulièrement à la mode. Actuellement, 2800 milliards de dollars sont placés dans les fonds négociés en bourse. Carl Icahn est l'archétype, comment le dire poliment? C'est l'archétype du type qui est tellement riche qu'il se fout tout simplement de tout. Il peut dire ce qu'il veut. Et il lui arrive parfois d'être impertinent. Je pense qu'il a simplement voulu piquer au vif Larry Fink, qui n'était pas vraiment habitué à ce qu'on lui rentre ainsi dans le lard. I think BlackRock is an extremely dangerous company. Okay, and I mean this. C'est un vieux loup de mer de Wall Street. On l'a souvent dit fini, mais il a toujours rebondi. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est assurément quelqu'un qu'il ne faut pas trop sous-estimer. You get this party mobile, and everybody in the party in this mobile, and they're all on this party, they're all having a drink. And in the drink, they're all having this drink and having fun. And you know who's pushing that thing? They're pushing it. It's Larry Fink and Janet Yellen. Pushing that, and they're pushing the goddamn thing. Sur le ton de la plaisanterie, Carl Icahn accuse devant les caméras Larry Fink et Janet Yellen, alors présidente de la Réserve fédérale américaine, de prendre le risque d'une nouvelle crise financière. This party thing is going. Every once in a while, Janet wants to put the brakes on it. And Larry says, no, let it go. And the people in the party are yelling, no, no, don't touch those brakes. Don't touch, this is fun. And they're moving toward this cliff, see? And the cliff is there. And this thing is going to go over this cliff. And you know what's going to destroy it? They're going to hit a black rock. That's right. That's what I'm saying. Un spécialiste de premier plan qualifie BlackRock de danger pour le monde de la finance. Son attaque va ternir l'image de l'investisseur financier. Y a-t-il vraiment trop d'argent placé dans ces ETF? Le siège allemand de BlackRock se situe non loin de la BCE. Gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale, la multinationale brasse aujourd'hui bien plus d'argent que la plupart des banques. Mais elle est nettement moins contrôlée. Puisque ce n'est pas un établissement bancaire et qu'elle n'accorde pas de crédit, elle n'est pas considérée comme étant d'importance systémique. On dit qu'un établissement présente une importance systémique dès lors qu'il est susceptible, en cas de difficulté, de provoquer dans le système financier un choc qui pourrait avoir un effet négatif sur l'économie réelle.
Si pour une raison quelconque ses clients venaient à vendre en bloc leurs ETF, tous les marchés boursiers pourraient être menacés. Et dans leur sillage, des milliers d'entreprises dont les actions plongeraient. Nous nous rendons en Californie pour rencontrer un ancien salarié de BlackRock. Nous devons lui garantir un anonymat total. Il a trop peur que cette interview ne compromette son avenir professionnel. Notre informateur a vendu de nombreux ETF. La pression exercée par BlackRock pour conquérir ce marché était énorme. Il cherche peut-être à créer un duopole. Une telle chose serait très mauvaise. Face à BlackRock, ne subsisterait plus alors qu'un seul autre pourvoyeur d'ETF. On n'en est d'ailleurs pas très loin. Avec Vanguard, le numéro 2 du marché, BlackRock se partage déjà les 2/3 du marché américain. En Europe, les iShares représentent près de 50% des ETF. Des millions d'Américains veulent sécuriser leur épargne retraite grâce à des ETF. Ils placent une partie de leurs revenus chez BlackRock qui leur versera plus tard une pension. Le groupe est d'importance systémique, dans la mesure où il gère une part significative de l'épargne retraite de la population américaine. Dans ce tribunal se joue un procès croustillant. BlackRock contre BlackRock, entreprise contre salarié. L'entreprise aurait violé son obligation fiduciaire à l'égard de ses employés. La plainte évoque une véritable cannibalisation. BlackRock aurait constamment transféré l'argent de leur pension entre différents fonds médiocres et encaissé des frais à chaque opération. Cela signifierait que BlackRock, par appât du gain, a réduit les pensions de ses propres salariés dans le seul but d'accroître ses bénéfices. Le préjudice s'élèverait à des millions de dollars. Il est probable que BlackRock fera traîner la procédure encore des années et que je ne touche finalement pas un centime. J'estime que BlackRock a manqué à son obligation fiduciaire. Si elle avait pris ses responsabilités au sérieux, elle aurait dû être plus transparente sur son barème tarifaire. Le groupe est aujourd'hui le plus gros investisseur sur les marchés mondiaux. Il est donc en mesure de les influencer. Mais quel est le secret d'un tel succès ? BlackRock est actionnaire de milliers de sociétés. Apple, Microsoft, Facebook, Shell. L'entreprise a placé ses fonds partout. Et même si cet argent est un simple prêt de ses clients, Larry Fink et ses gestionnaires peuvent en disposer à leur guise. Larry Fink a créé un écosystème comparable à celui d'une banque. Le groupe gère et génère beaucoup d'argent. En Allemagne, BlackRock est un gros actionnaire dans les 30 plus grandes entreprises du DAX. Il en va de même en France, où la multinationale possède de larges parts dans les sociétés du CAC 40 comme Airbus, Renault ou L'Oréal. BlackRock est la cheville ouvrière des marchés financiers. C'est chez elle et chez les autres gros investisseurs institutionnels que les investisseurs américains et du monde entier placent leur épargne retraite. Ces groupes investissent pour nous. Ils sont les intermédiaires qui garantissent nos pensions et le bon fonctionnement des marchés. Ils ont une grande responsabilité. Une responsabilité à l'échelle mondiale. Et pourtant, presque personne ne connaît la société. Durant des semaines, nous tentons d'entrer en contact direct avec elle. Après de nombreux appels et mails, notre demande d'interview est définitivement refusée. La journaliste Heike Burter en a elle aussi fait l'expérience. Depuis bientôt 20 ans, elle écrit sur Wall Street pour diverses rédactions. Mais au cours de ses recherches pour son livre sur BlackRock, elle s'est heurtée à un énorme mur de silence. Jusqu'à présent, aucun employé de BlackRock n'a encore osé s'exprimer ouvertement. Même l'ex-salarié que nous rencontrons à San Francisco redoute l'influence de son ancien employeur. Il évoque la pression quotidienne subie chez BlackRock.
Pour être franc, on se plaignait beaucoup. C'était un environnement très stressant. L'organisation était très horizontale et il y avait pas mal de jeux de pouvoir. Beaucoup de gens voulaient avoir l'air important et gravir les échelons. Les plaintes étaient nombreuses. Quand je travaillais là-bas, on avait l'habitude de dire qu'on nageait avec les requins. Notre informateur développait des fonds pour les marchés internationaux. Ces produits devaient attirer des investisseurs du monde entier, avec de gros bonus à la clé en cas de succès. En cas d'échec, pression et stress. Et chez BlackRock, la définition de la réussite était claire. Une expression qu'on utilisait la résume bien. Rendre les riches encore plus riches. Je caricature, bien évidemment. Mais la réussite chez BlackRock, du moins pour moi, se mesurait à mes performances et à mes bonus. Ils louaient des salles où le PDG présentait les résultats du trimestre et exposait aussi ses objectifs. Ce qui se passe à l'intérieur de la société ne fuite presque jamais. Suivant l'adage, discrétion est mère de confiance. Mais qu'est-ce que BlackRock a de plus que les autres? La réponse se trouve à 1300 km au nord de San Francisco, près de la frontière américano-canadienne. Wenatchee est une petite ville de 30 000 habitants. Le climat y est propice à la culture des fruits. Wenatchee s'est autoproclamée capitale mondiale de la pomme. Mais sa principale source de revenus provient d'ailleurs. Microsoft, Yahoo et d'autres y sont implantés car le barrage de Rocky Ridge leur fournit de l'électricité relativement bon marché. Exception faite des vergers, c'est assez désert. Et au milieu de ces pommeraies se trouve aussi BlackRock. Dans ce qui ressemble à des entrepôts, se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. La gestion de placement est grandement tributaire de l'information. Et elle utilise donc bien plus de données que d'autres secteurs. Pas seulement les chiffres du PIB, du chômage ou du cours de la bourse, mais aussi les images satellites, les données de cartes bancaires, etc. Toutes ces empreintes numériques que nous laissons dans l'économie numérique, les gestionnaires d'actifs s'en emparent et les anonymisent au maximum avant de les utiliser pour réaliser des transactions et surveiller les risques. Et dans ce domaine, Larry Fink a une longueur d'avance. Le moindre mouvement boursier, la déclaration la plus anecdotique d'un ministre, tout est enregistré par les ordinateurs de BlackRock. La popularité des actions sur les réseaux sociaux sert également à évaluer la valeur des placements. Et tout cela sans intervention humaine. BlackRock a développé son propre programme d'analyse surnommé Aladdin. Une intelligence artificielle qui prend de nombreuses décisions toute seule. C'est évidemment le système qui est à la base de la gestion de risque, qui est la spécialité de BlackRock et qui permet effectivement de faire ce type d'investissement avec des coûts faibles. Dans le conte, le garçon des rues, Aladdin, avec un seul dé, s'enrichit avec l'aide d'un génie. Chez BlackRock, c'est le système informatique Aladdin avec 2 dés qui enrichit l'entreprise. Le programme réalise chaque semaine 200 millions de calculs afin de conseiller ou déconseiller certains placements. Prenons un exemple. BlackRock veut savoir si cela vaut la peine d'accorder des prêts immobiliers dans une région donnée. Aladdin remarque que ces derniers temps, beaucoup de crédits de ce type y ont été résiliés prématurément. Dans la masse des données, il découvre une constante. La région compte une proportion importante de cadres d'une grande société informatique. Le problème, c'est qu'ils sont souvent mutés. Alors BlackRock dit, sachant cela, nous n'allons pas investir dans des hypothèques ici.
Parce que si les gens déménagent souvent, elles nous reviendront quasiment à chaque fois. Aladdin dissuade donc les clients de BlackRock d'accorder hâtivement des prêts immobiliers dans ce genre de région. Car si les cadres déménagent régulièrement et résilient souvent leurs prêts, ils payent finalement moins d'intérêt que ce qui était prévu au départ. Solution proposée, augmenter les taux des prêts immobiliers dans les environs des grandes sociétés informatiques. Mais Aladdin rapporte encore plus d'argent à BlackRock dans bien d'autres secteurs. Quelles sont les entreprises à suivre? Lesquelles sont surévaluées ou présentent des risques? Quels sont les projets des politiques? Où émergera la prochaine crise? Aladdin en sait davantage que n'importe qui. Et pour faire appel à ses pouvoirs magiques, il suffit d'y mettre le prix. Aujourd'hui, Aladdin brasse pas moins de 18 000 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu. C'est presque autant que le PIB des États-Unis. Les Américains travaillent une année entière pour réunir cette somme qui, quotidiennement, au moment où nous parlons, passe par Aladdin. 18 000 fois 1 milliard de dollars. Un montant astronomique à 12 zéros. J'ai étudié de nombreux grands chefs d'entreprise et ils sont presque tous milliardaires. J'ai constaté que souvent, au début de leur carrière, ou parfois au milieu, ils ont connu un gros échec personnel qui leur a fait perdre énormément d'argent, voire leur emploi. Une fois par an, jusqu'à 100 000 policiers et militaires lourdement armés sont mobilisés dans ce village suisse où l'élite financière de toute la planète organise son forum économique mondial. Davos est une plateforme idéale, car les PDG de toutes les grandes entreprises, notamment technologiques, sont présents et viennent y puiser des connaissances. L'accès au forum est réservé aux participants dûment accrédités. Et seuls les chefs d'État sont autorisés à venir accompagnés de leur garde du corps. Davos offre aux grands de ce monde des possibilités illimitées d'étendre leur réseau. Dans le milieu de la finance, on dit que passer 3 jours à Davos, c'est s'épargner 3 mois de voyage. Ce sont des gens à part. Ils se connaissent tous. C'est un cercle très restreint. Ils se retrouvent dans des clubs ou à Davos. Ils s'assoient ensemble et discutent de l'état du monde, des inégalités sociales et des moyens d'y remédier. Ils évoluent dans les hautes sphères. Et BlackRock a toujours voulu être de la partie. Larry Fink rencontre ici des chefs d'État, des hommes politiques ou des PDG. Parfois, ils participent ensemble à des tables rondes. Mais la plupart du temps, ils s'entretiennent à huis clos. Larry Fink gère des actifs du monde entier. Cela va d'un fonds gouvernemental koweïtien à un fonds de pension allemand, en passant par une assurance australienne. Comme il a accès à toutes ces données, dans lesquelles il puise depuis plus de 20 ans, il a un aperçu unique de l'état du monde de la finance. Et grâce à cela, il produit à son tour ses propres données. Il est une pierre angulaire de cet immense réseau de personnes. Les interviews de Larry Fink sont rares. Dans celle-ci, réalisée à Davos, il évoque ses débuts et son premier job dans la boutique de chaussures de son père. At 10 years old, I was required to learn how to sell shoes and help my father. Well, I learned how to deal with people pretty early in my career, and it was a great learning lesson how to deal with people, how to appeal to people's needs, and I was a pretty good shoe salesman. Rheinmetall est l'un des plus gros fabricants d'équipements militaires d'Europe. Basé à Düsseldorf, le groupe vend des armes dans le monde entier. La fondation Ethecon a donc décerné à la société et à ses investisseurs un prix négatif, le Black Planet Award. En tant qu'actionnaire important, Larry Fink est nommément cité. Par l'intermédiaire de BlackRock, il investit dans de gros groupes,
en particulier ceux dont les marges bénéficiaires sont les plus attrayantes. Même s'il sait très bien que ces entreprises s'enrichissent grâce à d'épouvantables guerres civiles, comme celle qui déchire en ce moment le Yémen. Il investit également dans des entreprises qui gagnent de l'argent en détruisant la nature. BlackRock s'enrichirait-elle grâce à l'industrie de la guerre? De fait, l'action Rheinmetall a pris énormément de valeur. Depuis 2016, son cours a grimpé d'environ 70%. BlackRock investit aussi dans d'autres groupes d'armement. Est-ce en adéquation avec les lettres de Larry Fink dans lesquelles il appelle à plus de justice et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement? En d'autres termes, les déclarations d'intention de Larry Fink n'ont rien à voir avec la réalité. BlackRock privilégie les investissements les plus rentables et non les plus éthiques. Comme avec Rheinmetall, qui continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de filiales, et ce, malgré l'interdiction d'exporter décrétée par le gouvernement allemand. Et peu importe si le régime saoudien torture ses ressortissants et assassine les journalistes indésirables. On l'a notamment vu avec l'affaire Jamal Khashoggi. Peu après, une conférence devait avoir lieu en Arabie Saoudite et de nombreux chefs d'entreprise ont dû reconsidérer leur participation. Larry Fink ne s'y est pas rendu, mais quand on lui a demandé s'il allait cesser toute relation commerciale avec le pays, il a clairement répondu que non. BlackRock refuse de s'exprimer sur le sujet devant notre caméra. Mais dans un document publié en 2018, les choses sont claires. En définitive, un seul critère est retenu par la société au moment de décider si elle soutient ou non la politique commerciale d'une entreprise. Nous voterons contre la direction si l'entreprise ne réagit pas ou ne semble pas agir dans l'intérêt à long terme des actionnaires. BlackRock reconnaît donc indirectement faire pression sur les entreprises lorsque les affaires ne vont pas comme prévu. Dans ce même document, la société indique également qu'elle souhaite promouvoir des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais elle ajoute: les critères ESG sont souvent mal compris et on croit qu'ils impliquent de tenir compte des valeurs sociales et politiques dans le processus d'investissement. Il n'en est rien. Et le siège de BlackRock à Francfort précise encore sans ambiguïté: les gestionnaires d'actifs ne peuvent pas utiliser les actifs de leurs clients pour promouvoir leurs propres opinions sociales ou politiques. BlackRock n'intervient pas dans les décisions d'ordre moral, mais s'ingère dans les autres aspects de la vie de l'entreprise. Son influence va-t-elle au-delà des votes lors des assemblées générales annuelles? Une décision importante est prise en clôture. Avec le soutien de la France et de l'Allemagne, BlackRock devra développer un fonds censé investir, par exemple, dans les industries durables en Afrique. L'approche de ce projet a été faite à travers effectivement la rencontre entre Larry Fink et le président Macron. Le souhait à la fois de Larry Fink était de s'engager à la demande de ses clients sur des projets d'investissement verts. Et le président Macron est à l'initiative de cette plateforme d'engagement que rejoignent beaucoup d'acteurs du secteur privé et des acteurs de la finance. Larry Fink demande ensuite au président français de lui ouvrir le marché des pays en développement, officiellement pour sauver le climat. Mais on peut aussi penser que la France et l'Allemagne aident tout simplement BlackRock à conquérir de nouveaux marchés et à gagner des investisseurs supplémentaires. On lui propose de sortir de sa zone de confort. Et comme il ne connaît pas particulièrement les géographies des pays du Sud, notamment Afrique, les deux agences de développement, que ce soit la KfW ou l'AFD, sont pour lui un partenaire essentiel pour maîtriser le risque. Aucun projet n'a encore été concrétisé. Une chose est néanmoins sûre. Le fonds ne devrait pas investir dans les pays très pauvres, mais uniquement dans les marchés en expansion. La volonté de BlackRock de quitter sa zone de confort pour sauver le climat a visiblement ses limites. D'autant que le groupe continue d'engranger de l'argent avec des entreprises peu soucieuses de protéger l'environnement.
Cette contradiction entre parole et acte a donné lieu à de nombreux actes de protestation. Larry Fink se fait régulièrement épingler pour ses investissements dans les énergies sales comme le charbon, le pétrole ou le gaz. La mainmise de BlackRock grandit à chaque nouvel investissement. Le groupe vote déjà aux assemblées générales de 17 000 grandes sociétés du monde entier et influence donc leur stratégie. Pour le chercheur Martin Schmaltz, c'est une bonne raison d'étudier scientifiquement l'influence de l'investisseur financier. Étant donné que BlackRock est le principal actionnaire de très nombreuses entreprises, quelles conséquences cela a-t-il pour l'économie mondiale? J'imaginais que Bill Gates était l'actionnaire majoritaire de Microsoft, de même que Steve Jobs ou Tim Cook chez Apple, ou encore Mark Zuckerberg chez Facebook, comme la presse peut le laisser entendre. Mais il s'avère qu'il n'en est rien. J'ignorais totalement que dans ces sociétés, les plus gros actionnaires sont non pas les fondateurs, mais Vanguard, BlackRock ou d'autres investisseurs de ce type. Martin Schmaltz relève notamment que ces groupes investissent dans des entreprises qui sont concurrentes. Les experts parlent alors de propriété commune. Par exemple, BlackRock possède des actions à la fois chez Adidas et chez Puma. Avec quelles conséquences sur la concurrence? La propriété commune, c'est le fait que les gros actionnaires possèdent des parts dans pratiquement toutes les entreprises du monde. On craint que cela réduise la concurrence. Et en effet, les sociétés grossissent, elles diminuent en nombre et elles dominent certains secteurs. Mais on ignore si cela est dû aux investisseurs institutionnels. Afin d'en savoir plus, Martin Schmaltz et ses collègues ont analysé le marché du transport aérien américain. Il s'avère que les prix des billets des grosses compagnies ont parfois augmenté jusqu'à 11% sous l'influence de la propriété commune. Disons que vous possédez une compagnie aérienne, et moi une autre, et que nous décidons d'échanger une partie de nos actions afin de devenir propriétaires à part égale. Nous avons alors beaucoup de propriétés communes. Les chiffres montrent que lors de telles transactions, généralement moins extrêmes que dans cet exemple, les prix du marché augmentent. En l'occurrence, ceux des billets. Et inversement, quand vous revendez une partie de vos actions afin de réduire votre propriété commune, alors les prix baissent à nouveau. Les recherches de Martin Schmaltz montrent l'influence de la propriété commune sur le comportement des dirigeants d'entreprises concurrentes. Quand ils savent que leurs propres investisseurs ont des parts dans d'autres entreprises, ils ont tendance à moins se battre sur le terrain de la concurrence. Ce faisant, ils amorcent une spirale dangereuse. Martin Schmaltz a également étudié le secteur bancaire américain. Là encore, plus la propriété commune est importante, plus les frais de compte sont élevés et plus les intérêts perçus par les clients sont faibles. Nous nous sommes penchés sur les banques, mais d'autres se sont intéressés aux prix pratiqués par les grands groupes de semenciers et ont, là aussi, montré les effets de la propriété commune. Une demi-douzaine d'études indiquent que la propriété commune influence la faculté d'innovation des entreprises. Dans le quartier de Wall Street, personne ne doute de l'impact significatif de BlackRock sur les marchés. Mais comment l'entreprise est-elle devenue si puissante en si peu de temps? Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor et la Réserve fédérale s'adressent à Larry Fink et chargent BlackRock d'analyser les comptes d'AIG, le plus grand groupe d'assurance du monde. Larry Fink assure au directeur de la Réserve fédérale de New York, Timothy Geithner, qu'Aladin permettra à son équipe de reconnaître les titres toxiques. Le programme informatique de BlackRock devient la bouée de sauvetage de la Réserve fédérale, totalement démunie. Aucun appel d'offres n'est réalisé.
Ces projets ne s'obtiennent pas sans relation. Bien sûr, ils sont annoncés. Mais avec BlackRock, étonnamment, on fait souvent valoir qu'il fallait aller vite, trouver quelqu'un en urgence. Le contrat suivant ne tarde pas à venir. Le président américain Barack Obama et Timothy Geithner doivent sauver Citigroup. Personne ne sait exactement combien de créances douteuses détient la banque. BlackRock entre dans son calculateur toutes les informations et les données concernant le géant bancaire. Résultat, le gouvernement américain alloue à ce dernier des milliards de dollars d'aide publique. Si l'autorité de contrôle du secteur bancaire ne peut pas définir elle-même les critères de robustesse d'une banque, elle capitule. Cette connaissance privilégiée ne peut et ne doit être développée que par ce gendarme lui-même. Et elle doit rester sa prérogative exclusive. Lorsqu'en 2009, Barack Obama nomme Timothy Geithner secrétaire au Trésor, Larry Fink obtient une entrée directe à la Maison-Blanche. Les perspectives s'annoncent exceptionnelles pour BlackRock. À mesure que ses liens avec la Réserve fédérale et le secrétaire au Trésor se renforcent, de nouveaux domaines d'activité s'ouvrent pour BlackRock, désormais chargé de tester la résistance des banques américaines. L'Europe aussi fait bientôt appel au service de BlackRock. À la suite de la crise financière, l'Union européenne renforce la réglementation sur les banques. En 2014, la BCE est chargée du contrôle bancaire européen. Lorsque nous avons mis cela en place en 2014, nous avons rapidement dû procéder à une évaluation complète de l'ensemble du système bancaire. Nous disposions encore de peu d'effectifs. C'est pourquoi nous avons aussi sollicité l'aide de consultants externes pour nous aider à mettre tout cela sur pied. L'avantage, c'était que certains travaillaient pour d'autres autorités de contrôle international. Nous avons donc pu intégrer les bonnes pratiques de chacun d'entre eux. C'est depuis ces bureaux que sont actuellement régulées les principales banques européennes. Les employés de la BCE collaborent avec BlackRock et d'autres consultants externes. La plus haute autorité de contrôle public en Europe partage ainsi ses données économiques les plus sensibles avec BlackRock. Larry Fink ne risque-t-il pas de se servir de ces informations pour son propre compte? On s'assure évidemment que les consultants que nous avons choisis mettent en place des Chinese Walls pour dissocier clairement leur activité de conseil pour nous de la gestion qu'ils opèrent pour leurs propres clients. C'est parfaitement normal dans une banque d'investissement. Et s'il s'avérait que quelqu'un mélangeait un peu les genres, il serait renvoyé sur le champ. Comment fonctionnent ces Chinese Walls, ces fameuses murailles de Chine? Prenons un exemple. En tant que consultant auprès de la BCE, BlackRock a accès à des renseignements exclusifs sur la valeur d'une banque. En théorie, la multinationale pourrait utiliser ses connaissances à son avantage pour spéculer à Wall Street. Mais cela serait totalement illégal. Par conséquent, les services d'analyse et d'achat doivent être séparés par une barrière infranchissable. Chaque société embauche à cet effet des employés supplémentaires censés protéger ces murailles. Ces gens sont assis à côté des gestionnaires de fonds et leur disent « Vous ne devriez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas parler à ces personnes. » Ou encore « Vous devez déclarer cela. » Il y a aussi différents programmes de contrôle informatique. Nous savons que l'être humain excelle dans l'art de contourner ces contrôles. Le souvenir de la crise est néanmoins encore très frais. Pour l'heure, il y a quelques pommes pourries dans le panier, car il y en a toujours. Mais cela ne constitue pas une menace imminente. Les Chinese Walls peuvent-ils réellement prémunir contre tout délit d'initié? Le doute est permis lorsque l'on revient sur la crise de l'euro. En juillet 2015, BlackRock a en effet acheté des obligations d'État grecques au moment même où le monde entier spéculait sur une prochaine chute de leur valeur. Ce que presque personne ne savait à l'époque,
c'est que BlackRock venait d'éplucher les comptes des banques grecques à la demande de la BCE. BlackRock a-t-elle utilisé illicitement ces informations? Peu de temps après, la faillite de la Grèce a été évitée et les primes de risque sur les obligations d'État grecs ont chuté, ce qui s'est avéré rentable pour la multinationale. Pour sa défense, BlackRock rappelle qu'elle est une société réglementée. L'équipe de consultants indépendants qu'elle a montée en 2008 est, dit-elle, strictement séparée des services d'investissement, y compris physiquement. En outre, elle est régulièrement soumise à des contrôles techniques et opérationnels. Le Chinese Wall, c'est le grand mythe de la finance, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est la raison pour laquelle on a séparé, notamment aux États-Unis, toutes les activités entre le marché, les activités de détail. En général, ça fonctionne un certain temps, et puis, comme dans toutes les murailles, il y a toujours des trous par lesquels les choses peuvent passer. En Grèce, le groupe américain éveille à nouveau les soupçons. Alors que le pays lourdement endetté est pressé par l'Union européenne de privatiser ses bâtiments publics, BlackRock investit dans l'immobilier avant tout le monde. C'est l'ancien banquier Paskalis Bouroris qui organise la privatisation pour le compte de l'État. Peu de temps après, il obtient un poste de direction dans la succursale grecque de BlackRock. Beaucoup craignent que cette activité lui donne accès à des informations sensibles sur le système financier, qu'elle pourrait utiliser à son avantage. Mais même si BlackRock ne tire aucun parti de ses connaissances d'initié, une question se pose. À quel point est-elle liée au monde politique ? À l'approche des élections présidentielles de 2018, la multinationale a des raisons de s'inquiéter lorsqu'un nouveau candidat se présente. Il s'agit d'un politicien de gauche, Andrés Manuel López Obrador, ancien maire de Mexico. Beaucoup d'investisseurs craignent qu'il ne nationalise d'importants secteurs de l'industrie, comme le souhaitent nombre de ses partisans. Le candidat le plus fort était alors M. López Obrador, l'actuel président du Mexique. C'était celui qui allait le plus à l'encontre des courants politiques et économiques dominants en vigueur dans le pays depuis des décennies. Le secteur de l'énergie récemment privatisé est au cœur des débats. BlackRock y a placé beaucoup d'argent et prévoit d'investir dans un nouveau gazoduc. Avec l'ancien président, la confiance règne. Mais l'élection d'un homme de gauche imprévisible risque de mettre en péril les investissements du groupe. Et ce, précisément au Mexique, le pays préféré de Larry Fink. Il a toujours eu une relation privilégiée avec le Mexique. Il a souvent répété qu'il aimait ce pays. Et une chose est sûre, BlackRock a investi plus de 60 milliards de dollars dans divers fonds au Mexique. Le contraste ne pourrait être plus grand. Alors que BlackRock brasse des milliers de milliards de dollars à travers le monde, le modeste siège du parti de López Obrador se situe dans un quartier populaire de Mexico. C'est de ce bâtiment que le politicien mène sa campagne. Son quartier général n'a d'ailleurs pas bougé depuis. Pour parler aux candidats ou à ses hommes de confiance, il faut normalement passer par ce hall d'accueil. Larry Fink en est toutefois dispensé lors de sa venue en mai 2018. Avec d'autres gestionnaires financiers, il a le privilège de rencontrer le politicien de gauche dans un hôtel de luxe. Le contenu de leur discussion reste confidentiel. Toujours est-il que le candidat Obrador déclare alors publiquement que les fonds d'investissement américains restent les bienvenus au Mexique. Je crois que cette rencontre a été, et j'insiste sur ce point, une marque de confiance. Ça allait bien au-delà d'une simple démonstration de bonne volonté. Peu de temps après, López Obrador est élu à la tête du pays. Le peuple attend de lui qu'il combatte la corruption et la criminalité en pleine explosion. Mais beaucoup veulent aussi renationaliser des secteurs de l'économie privatisés dans lesquels BlackRock a placé des milliards. Cependant, après sa victoire électorale, le nouveau président n'en parle plus et il n'en reparlera sans doute plus jamais.
Lorsque la chancelière allemande Angela Merkel annonce en 2018 vouloir quitter la présidence de la CDU, un ancien haut responsable politique pose sa candidature pour lui succéder. Friedrich Merz, ancien président de groupe de la CDU au Bundestag, est entre-temps devenu président du conseil de surveillance chez BlackRock. Si les gens passent de BlackRock à la politique, je trouve ça moins problématique qu'ils se fassent payer ou autre. Ils pensent comme leur ancien employeur ou donneur d'ordre. Ils restent prisonniers de ce mode de pensée. Ils appréhendent le monde avec les yeux d'un employé de BlackRock. Au-delà de la question de la réglementation, c'est dérangeant qu'un dirigeant allemand puisse mettre toutes ses relations politiques à disposition d'une entreprise aussi puissante. Et que de surcroît, il revendique le droit de protéger les activités de gestion d'actifs de BlackRock, prétendument dans l'intérêt des citoyens. En France, 5 mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Élysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs, au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. Le président français souhaite attirer les grands gestionnaires de fonds du monde dans l'Hexagone. Voilà pourquoi il avait déjà rencontré Larry Fink à plusieurs reprises, peu après sa prise de fonction. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leurs liens avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre ces réformes économiques libérales et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance se partager le monde entre eux. Du tout, donc ce sont des gens qui sont en protestation par rapport au système. Alors, est-ce que cette protestation par rapport au système, elle est due à la financiarisation et à BlackRock et à tous ses amis de la finance? C'est un peu rapide. Ce qui est vrai, c'est que le système de la finance lui-même a été générateur d'un niveau d'inégalité assez important et que la protestation de ces gens-là, elle est aussi contre les inégalités. La pression de la rue a déjà fait bouger les choses. Le débat qui a suivi la manifestation a conduit à un gel des loyers durant 5 ans, ce qui a fait chuter le cours de l'action Deutsche Wohnen d'environ 20%. Pour BlackRock, c'est une source de revenus sûre qui menace de se tarir. Quand on spécule en bourse, qui plus est sur le sort des locataires, on peut aussi perdre. Les petits actionnaires doivent également le savoir. Je n'ai absolument aucun état d'âme à porter préjudice à de gros investisseurs institutionnels comme BlackRock. Ils ont suffisamment nui à la société. Aucune autre société ne brasse autant d'argent que BlackRock. Elle a le bras long en politique et influence même des gouvernements. Mais personne n'en parle. Les gestionnaires de Larry Fink doivent faire passer l'éthique après les perspectives de profit. Plus le pouvoir des investisseurs grandit, plus la question se pose. Faut-il avoir peur de BlackRock? La taille de la multinationale pourrait-elle provoquer une crise financière mondiale? Et surtout, peut-on encore arrêter BlackRock?